Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous rencontrer enfin après tous les échanges et toutes les correspondances que nous avons eues. Et puis, ravie que ce colloque puisse avoir lieu malgré le contexte et grâce aux outils numériques qui nous permettent de réfléchir à cette question qui est hélas une question vraiment d'actualité et qu'on explore ici avec une perspective et un recul historique qui sont vraiment passionnants. Alors, ce deuxième, enfin, cet atelier qui est plus axé sur le droit va nous permettre certainement de revoir un certain nombre des points que vous avez abordés sous l'angle des représentations populaires ou des représentations artistiques et du lien entre les deux, mais cette fois-ci avec un point de vue qui va être davantage celui des juristes et celui des historiennes du droit, puisque on a deux interventions qui sont prévues. L'une qui va être présentée par Julie Doyon et qui va porter sur le droit pénal du mariage dans l'ancien droit et au XIXe siècle, et l'autre qui va pas porter, donc qui va être présentée par Sophie Pereira et qui va porter sur les critiques féministes des jugements patriarcaux rendus à la fin du XIXe siècle. Alors, on continue dans la francophonie. Après la Suisse, c'est vers la Belgique que nous nous tournons, puisque Sophie Pereira est diplômée de l'Université libre de Bruxelles en droit, en histoire, et puis également d'un master genre qui a été créé par différentes universités francophones de Belgique. Et c'est aussi à Bruxelles que Sophie travaille dans le cadre d'ONG où elle mène des activités de recherche sur l'histoire des femmes et l'histoire de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et c'est dans ce cadre qu'elle va nous présenter une contribution qui finalement va répondre à ce qui était dit dans l'atelier précédent sur toute cette construction théorique du criminel du criminel passionnel comme ayant une noblesse d'âme. Eh bien, la contribution de Sophie va nous montrer qu'il y a plus d'un siècle déjà, cette idée de la noblesse du meurtre passionnel était critiquée par les féministes. Donc, Sophie, vous avez la parole pour 20 minutes aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais tout de même préciser que je n'ai pas complété le cursus en droit. Voilà, je ne suis pas juriste, mais je suis davantage historienne. Donc, et ce qui m'intéresse davantage ici, ce sera l'histoire du droit et l'histoire des féminismes, effectivement. Donc, je suis tout à fait ravie d'être parmi vous pour vous présenter, moi aussi, une contribution un petit peu exotique, puisque effectivement, je vais communiquer au sujet d'une recherche sur laquelle je travaille actuellement, qui est initiée par le Centre d'archives et de recherche pour l'histoire des femmes basé à Bruxelles. Et il s'agit d'une recherche qui porte sur l'histoire des luttes contre les violences faites au corps des femmes en Belgique depuis le 19e siècle. Et à l'extrémité de ces violences, du continuum de ces violences, bien sûr, les féminicides dont il est question aujourd'hui. Donc, l'intérêt ici, l'optique est d'examiner à travers une période quand même fort longue, quels ont été les discours, les leviers et les moteurs de ces luttes, mais aussi, bien sûr, les freins. Parmi les leviers et les moteurs, le rôle et les apports tout à fait fondamentaux qui ont été rappelés précédemment du mouvement féministe des années 70 sont bien connus. Par contre, au XIXe siècle, en tout cas en Belgique, la première vague féministe est généralement réputée ne pas s'être intéressée à la question des violences, des féminicides. Si elle a cette réputation, c'est sans doute parce que, effectivement, ces questions ne font à ce moment-là peu ou pas l'objet de revendications ciblées publiques et en tout cas ne sont pas théorisées comme elles le sont actuellement. Mon hypothèse de travail a été que ce désintérêt est sûrement toutefois à nuancer fortement ou du moins qu'il nécessite un examen un peu plus attentif. Et donc, je vais vous proposer quelques éléments qui invitent à revisiter certains pans de l'histoire des féminismes et leur contribution à la lutte contre les violences, ainsi que leur connexion avec d'autres mouvements d'émancipation durant cette période.
Donc, pourquoi vous parlez des féminicides en Belgique au 19e siècle? Quelle est la pertinence par rapport euh, au cadre d'un colloque consacré au féminicide en France au 19e siècle? Ben, je vais tout de même revenir sur des arguments de proximité, géographiques, politiques, évidemment, à la fois très étroits, très anciens, très antérieurs à l'acquisition par la Belgique de son indépendance en 1830. Proximité tellement importante que nous partageons une norme légale commune et un système judiciaire longtemps quasi similaire. Et ceci se vérifie tant en matière pénale qu'en matière privée. Donc très concrètement, nous partageons les mêmes codes, codes qui viennent d'être mentionnés dans l'exposé précédent. Outre ces liens étroits, un autre argument en faveur d'une approche transnationale par rapport au sujet qui m'occupe aujourd'hui réside dans l'importante dimension internationale des mouvements et des combats féministes, tels qu'ils se manifestent, tels qu'ils se constituent en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ces mouvements sont confrontés à des chantiers, à des défis à la fois nombreux et immenses. Ils sont secoués déjà aussi par des débats intenses au sujet des stratégies à privilégier. Les diverses organisations féministes européennes se rencontrent assez rapidement. Elles se rencontrent par exemple à Paris dès 1878 lors du premier congrès international du droit des femmes dans le but d'échanger sur les enjeux communs auxquels elles sont confrontées dans leur contexte spécifique. Donc, le premier aspect que je voudrais partager concerne l'existence d'une forme de veille et d'une critique féministe précoce des décisions de justice en matière de féminicide. Je vais tout de même utiliser ce terme-là. Donc, la justice des mâles, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est le titre d'un article qui propose une sorte de bilan de 4 décisions de la Cour d'assises du Brabant qui ont été émises lors de la 3e session de l'année 1893. Et ce texte critique, très critique, comme vous allez le voir, de la justice des mâles, a été écrit par un homme, pas n'importe lequel. Il a été écrit par Louis Franck, à la fois philosophe et juriste, qui est considéré comme l'un des pionniers du mouvement féministe belge. Il est l'un des cofondateurs avec Marie Popelin, première juriste belge, en 1892 de la Ligue belge du droit des femmes. Plus tard, il sera considéré comme un allié encombrant et invité à démissionner. Mais pour l'heure, j'ai donc choisi de parler de cet article écrit par ce monsieur parce qu'il constitue à mes yeux une illustration parlante de cette fameuse veille féministe, presque à la manière des organisations féministes actuelles, cette attention portée aux décisions de justice qui sont assez systématiquement, dans certains contextes, relevées et critiquées. Les décisions le plus souvent traitées sont des jugements de cour d'assises pour des affaires de meurtre ou assassinat de femmes par des hommes. Et l'intérêt critique est décelable sur une base régulière à travers nombre de textes écrits dans les principales publications féministes belges de l'époque, sous la plume de plusieurs contributrices et de quelques contributeurs, dont les arguments vont devenir récurrents, bien qu'ils ne connaissent pas un écho très important, notamment auprès de la classe politique. Donc, dans la justice des mâles, Louis Franck met en évidence de manière percutante un déséquilibre. En fait, il oppose littéralement, d'une part, 3 acquittements d'hommes ayant tué leur épouse ou leur maîtresse avec préméditation, une préméditation tout à fait établie par aveu et incontestable dans les 3 cas, et d'autre part, la condamnation à 10 ans de travaux forcés d'une toute jeune femme de 18 ans, séduite et abandonnée, selon la formule consacrée, qui est convaincue d'infanticide. Il met en accusation une justice criminelle masculine qu'il juge tout à fait partielle, et voici les termes qu'il utilise. Les mâles, écrit-il, ne se sont pas contentés de faire contre les femmes des lois scélérates et barbares. Les décisions du jury Brabançon nous montrent encore dans quel esprit d'équité les mâles rendent leur justice malsaine. Et plus loin, une justice complaisante pour les crimes des hommes, impitoyable pour la faute d'une femme. Il dénonce également une justice de classe, qu'il dit rendue par de grands propriétaires et hauts capacitaires qui ont l'habitude de condamner les voleurs dangereux. Pourquoi, dès lors, ironise-t-il, aurait-il condamné un trio de bons garçons qui, en somme, n'avaient rien fait d'autre que de se débarrasser d'une maîtresse fâcheuse ou d'une épouse encombrante? Entre hommes, voyez-vous, le meurtre d'une femme, ça se pardonne. Une pareille peccadille ne compte pas. Donc, on voit bien qu'il s'agit quand même d'une critique assez virulente. Et cette critique féministe concerne également la composition des jurys d'assises.
Donc, j'ai retrouvé plusieurs articles, souvent sous la plume d'Isabelle Gatti de Gamon, qui est une autre grande figure du mouvement féministe belge de la première vague. Et Isabelle Gatti de Gamon fait également état de nombreuses décisions de justice comparables. Elle aussi déplore la suprématie du mâle, autrement dit le droit du plus fort inscrit dans nos lois, et elle dénonce à diverses reprises la composition exclusivement masculine des jurys d'assises. Mais cette préoccupation féministe assez manifeste et récurrente de la composition masculine des jurys d'assises, que je vais encore relever loin dans l'entre-deux-guerres par la suite, en fait, obtient peu d'écho. En Belgique comme en France, sauf erreur de ma part, il faudra attendre l'obtention tout à fait tardive par les femmes de leurs droits politiques à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale pour voir évoluer la situation. La qualité d'électeurs ou d'électrices disposant de l'intégralité de ses droits civils et politiques étant requise par la loi pour pouvoir siéger dans un jury d'assises. En Grande-Bretagne, par contre, sous la pression des féministes, les femmes seront plus ou moins admises à siéger dans les cours criminelles dès les années 20, dès 1919. Je dis plus ou moins parce que le juge aura toujours une latitude assez importante pour limiter leur accès sous divers prétextes. Et effectivement, un certain nombre de juges en feront usage pour faire obstacle à la présence des femmes dans le cas de traitement de certaines affaires jusqu'aux années 70 au moins. Donc, un peu partout dans le monde féministe, on déplore de longue date l'indulgence excessive et jugée systématique, voire systémique, dont font preuve des jurys d'assises exclusivement masculins vis-à-vis de coupables eux aussi masculins pour des crimes dits passionnels, autrement dit des féminicides. Donc, dans le monde féministe toujours, on estime à tout le moins que l'impartialité serait mieux garantie par un jury mixte dans les affaires où une femme est en cause, soit comme victime, soit comme accusée. Donc, à mon sens, on peut interpréter ceci comme une forme de critique précoce d'un sexisme systémique dans l'organisation et dans les pratiques de la justice, bien que cette critique ne soit pas théorisée. Les dispositions indulgentes pour les meurtres de femmes qui sont dénoncés ne sont pas le seul fait des jurés d'assises. D'ailleurs, on va encore les retrouver, ce qui est grave, nous dit Louis Franck dans un autre article, chez les juges dits ordinaires. Et de façon assez surprenante, il poursuit toujours dans cet article, comparer la cruauté de mœurs qui sévit en Belgique à l'heure présente, comparez-la aux tendances humanitaires de certaines populations africaines que notre fatuité dédaigne et méprise, et qui défendent et protègent la femme et l'enfance. Ce n'est guère flatteur pour la pieuse Belgique. Et il conclut, ces populations, pourraient donner à certains de nos législateurs et de nos juges quelques bonnes leçons de sens moral et de civilisation. Alors ici, ça m'a paru particulièrement intéressant parce que ces propos viennent viser explicitement la fameuse mission civilisatrice qui est à ce moment-là vraiment brandie à tour de bras par les pays européens pour justifier leur entreprise impérialiste de colonisation. Louis Franck est un pacifiste internationaliste engagé, mais ici, de manière intéressante, il mêle des éléments de critique de la politique coloniale à sa charge contre la justice patriarcale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore d'autres connexions de ce type qui ont été investiguées ou qui commencent à être investiguées par ailleurs. Ce qui m'amène en effet au second aspect dont je voulais vous parler, qui relève cette fois de l'exploration d'une nébuleuse humaniste, luttant notamment contre les violences ou en tout cas contre la souffrance des victimes à la fin du XIXe siècle. Nébuleuse au sein de laquelle les féministes sont tout à fait présentes. On le sait, la fin de siècle est une période très contrastée, une période d'extrême qui est à la fois porteuse de visions très réactionnaires et d'autres très progressistes de la société, donc de visions antagonistes. Et par certains aspects, à certains moments, c'est une période qui offre un terreau fertile à l'émergence et au développement de divers mouvements d'émancipation et à un activisme transnational tout à fait intense en Europe avec l'organisation de nombreux congrès. J'ai cité les congrès féministes, mais il y a aussi des congrès pacifistes, socialistes relatifs à la protection animale également. Et tous ces congrès viennent encore stimuler la constitution de larges réseaux militants dont les discours se révèlent, quand on les examine de près, parfois fortement interconnectés. Je voulais mentionner un tout récent et passionnant travail de fin d'études réalisé par une étudiante de l'université de Gand,
qui montre par exemple que l'instigateur principal du mouvement de protection animale belge à cette période, qui s'appelle Jules Rull, met sur le même plan dans son plaidoyer pour la cause animale, femmes, ouvriers, pauvres, enfants, colonisés et animaux, non pas négativement, mais pour décrire le vécu et les souffrances surtout résultant d'un même rapport d'oppression exercé sur eux par les classes dominantes. C'est ainsi qu'il en parle. Donc là où Louis Franck relevait un lien entre oppression des femmes et questions coloniales, Jules Rull établit des relations entre oppression de la classe ouvrière, questions coloniales, protection de l'enfance et protection animale. Et toutes ces oppressions sont dénoncées comme relevant d'un certain systématisme et comme productrices de maltraitance, c'est-à-dire de violence, y compris extrême, contre les classes dominées. Évidemment, les victimes dans cette conception sont considérées comme devant être prises en compte, principalement et surtout si elles sont faibles, innocentes et passives, mais là n'est pas tout à fait notre propos aujourd'hui. Et donc, cette étudiante dit qu'on peut même parler d'une forme d'intersectionnalité pratiquée avant la lettre, par des courants qui sont certes minoritaires, mais qui sont néanmoins présents et très agissants au tournant des 19e et 20e siècles. En tout cas, ces liens ne sont pas seulement discursifs, ils sont également concrets et stratégiques. Jules Rull, dont je viens de parler, soutient le mouvement féministe parce qu'il considère que c'est un mouvement stimulateur de réformes sociales. Il se déclare ouvertement favorable au droit de vote des femmes, dont il appuie publiquement la revendication. À ses yeux, le mouvement de protection animale ne pourrait qu'en bénéficier. Et il est convaincu que des ministres femmes amèneraient une plus grande attention politique à la fois à la réforme sociale et à la protection animale. Évidemment, c'est une démarche qui est en partie sous-tendue par une vision essentialisante et stéréotypée des femmes qui sont jugées plus douces et plus compatissantes par nature, etc. Mais elle repose aussi sur certaines réalités tout à fait objectives, à savoir que le mouvement de protection animale est caractérisé à cette période par un nombre grandissant et même bientôt supérieur d'activistes féminines, et ce que ce soit en Belgique, en France ou en Grande-Bretagne. Beaucoup de ces activistes, à l'instar des féministes qu'elles sont souvent aussi, plaident, il est vrai, pour de nombreux changements sociaux. Elles sont les premières à déplorer régulièrement l'indifférence de l'establishment politique, exclusivement masculin lui aussi, qui est décrit comme peu réceptif, en fait c'est un euphémisme, comme absolument sourd, aux souffrances des victimes de violences, qu'elles soient humaines ou animales. Et c'est quelque chose qu'on sait en particulier en Grande-Bretagne, le combat féministe est très lié à celui de la protection animale. Ainsi que l'illustre par exemple l'activisme des militantes britanniques Lizzie Lindh-Agaby et Leisa Schartau, qui sont d'origine suédoise, et que Jules Rull rencontrera lors d'un congrès international contre la vivisection en 1906. À partir des années 1910, il y a vraiment une collaboration active du mouvement de protection animale avec certaines des féministes belges les plus en vue de l'époque, comme Marie Parent, et avec des organisations comme l'Union des femmes belges contre l'alcoolisme, qui est très liée elle aussi au mouvement féministe. Donc, pour conclure, outre la veille et la critique féministe du fonctionnement de la justice criminelle, il y a aussi un phénomène d'indignation croissante autour de la souffrance et de la mort des victimes de violences engendrées par diverses formes de domination, y compris patriarcales. Cette indignation est présente, fort présente dans certains milieux dès la fin du XIXe siècle. Cette indignation et la volonté de protéger les victimes font l'objet de combats sociaux menés par plusieurs mouvements humanistes ou mouvements d'émancipation. Et tous ces mouvements souhaitaient avant tout œuvrer à un changement des mentalités, c'est-à-dire ce qui était privilégié le plus souvent, c'était une forme d'activisme préventif, de sensibilisation, par l'éducation notamment, plutôt que la répression des comportements. La participation d'organisations féministes européennes à une vaste nébuleuse humaniste luttant contre des violences, accompagnant des formes d'oppression systémiques, gagnerait à être explorée davantage. Je pense que ça permettrait en tout cas de reconsidérer, je crois que c'est nécessaire, l'image d'une première vague féministe, belge et sans doute française aussi, vous me le direz, absente sur le terrain de la lutte contre les violences en général et contre les féminicides en particulier. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je
suis dans les temps. Merci beaucoup, Sophie. Merci aussi d'avoir fait revivre ces grandes figures belges qui sont particulièrement intéressantes. Alors, Louis Franck, hein, vous savez, l'hystérie qui anime le débat politique français du moment sur l'islamo-gauchisme. Voilà qu'on a trouvé l'ancêtre des islamo-gauchistes honnis par notre gouvernement à travers Louis Franck, à la fois féministe et décolonial. Et puis Marie Popelin, dont vous avez parlé brièvement, et qui mériterait d'être, enfin, dont l'histoire mériterait d'être davantage connue, tant elle fait écho à des problématiques contemporaines, puisque Marie Popelin fut la première femme diplômée en droit à la fin du 19e siècle à Bruxelles, et à qui on a refusé l'inscription au barreau. Elle n'a jamais pu plaider, puisque le port de la robe d'avocat ne saurait à l'époque être porté par une femme. Et il y a eu des décisions de justice qui sont tout à fait intéressantes en termes de représentation de stéréotypes sur les rôles sociaux de l'un et l'autre sexe. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Il y a dans le Framapad une question pour Sophie. Sophie, avez-vous connaissance d'échanges, de correspondances ou de fréquentations entre les milieux humanistes féministes belges et leurs équivalents français à la fin du 19e siècle, au moment où est écrit l'article de Louis Franck? Puisque ça fait penser à la personne qui a écrit la question, ça lui fait penser au fait qu'en 1895, une féministe française de la première vague, fondatrice de la Fédération des sociétés féministes, Eugénie Potonnier-Pierre, a envoyé une pétition à la Chambre des députés demandant l'abrogation de l'article 324 du Code pénal et le droit pour les femmes de faire partie des jurys. Ça n'a finalement été autorisé que très tard, après effectivement la reconnaissance de leur citoyenneté. Par rapport oui, au sonde, au coup de sonde que j'ai fait dans les sources que j'ai consultées, je n'ai pas les noms en tête, mais en tout cas, il est avéré qu'il y avait des contacts entre milieux féministes belges et français, et je pense, notamment aux festivités qui ont entouré la commémoration du premier centenaire du code civil napoléonien en 1904, qui donnait lieu à un certain nombre d'événements voilà, publics commémoratifs, et aussi à une contestation féministe publique tout à fait sur le ton de la protestation vive, qui ont donc investi l'endroit où le lieu où se déroulait l'événement, qui ont également par la suite manifesté, brûlé un code civil en rue, etc. Et donc oui, des connexions, il est certain qu'il y en a, en tout cas en ce qui concerne les mouvements féministes belges et français, et de manière assez active. Donc par rapport au cercle humaniste, là, je n'ai pas vraiment de réponse à donner. Et maintenant, par rapport à l'autre élément concernant des revendications spécifiques, je pense vraiment que ce type d'élément était dans les préoccupations des féministes tant belges que françaises, mais que chacune avait affaire à des contextes particulièrement peu réceptifs, notamment au niveau de la classe politique, et que donc, comment dire, tout était affaire de stratégie, de réseau, de manière, de possibilités éventuelles d'obtenir des relais au niveau de la classe politique à certains moments ponctuels, etc. Donc, c'est une affaire d'opportunités, de création d'opportunités, d'actions ponctuelles qui ont une suite ou qui n'en ont pas. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, et que finalement, en tout cas concernant la revendication qui porte sur la composition des jurys d'assises, il n'y a pas eu d'espace, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, pour que ces revendications aboutissent, tout simplement. Sophie, il y a une question qui vous est posée dans la chat box sur le lien entre les positions féministes et la Ligue anti-alcoolisme.